Et c'est parti sur Radio Jab. Yeah. Yeah. Le micro de Steph est content. Oui, il est content. Donc on est content. Mon micro. Mon précieux. Hello Sarah. Hello Steph. Hello les auditeurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de Radio Jab pour aborder un sujet plutôt classique, mais abordé de manière non classique. Comme d'habitude. C'est l'empathie dont on va parler aujourd'hui, en particulier l'empathie en vente. Pourquoi on a choisi ce sujet ? Parce qu'on entend vachement souvent qu'il faut être en empathie avec les prospects, qu'il faut être en empathie avec les gens, etc. Mais en fait, c'est un peu un mot fourre-tout au final. C'est genre, faut être bien pensant, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Pourquoi est-ce qu'il faut être en empathie ? Quand est-ce que ça nous sert ? Quand est-ce que ça nous dessert ? Est-ce qu'il y a différentes manières d'être en empathie ? Est-ce qu'il y a des moments où il ne faut pas être en empathie ? Et puis, petite surprise pour la fin, on va parler d'empathie et d'ego. Peut-être une ouverture pour un prochain épisode. Déjà, c'est quoi l'empathie ? Et ce que j'aime bien, c'est que derrière cette question, il y a une autre question en réalité, c'est est-ce qu'il existe qu'une empathie ? On en parle comme un singulier, alors qu'en fait, c'est peut-être un truc qui est pluriel. Oui. Vas-y, éclaire-nous. Est-ce que j'élabore un petit peu ? Est-ce que Steph est en train de nous faire un teasing ? Exact. Prof Steph dans la place. Donc, en réalité... c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est des scientifiques. Et il y a 3 types d'empathie, donc la triade de l'empathie. Et on va regarder un peu comment chacune s'adapte à la vente et aussi, je pense, dans n'importe quelle conversation de valeur avec quelqu'un. Je trouve que c'est assez intéressant de se dire, premièrement, il y a l'empathie qu'on appelle cognitive. Facile, c'est la faculté que tu as de te mettre à la place de quelqu'un. D'accord ? Donc, comme on peut dire dans cette expression anglophone, put yourself in their shoes. Oui, mais c'est pas que se mettre à la place de quelqu'un, c'est comprendre comment quelqu'un raisonne. Ouais. Parce que cognitif, c'est ça. Ouais, exactement. Donc, en gros, c'est comprendre le point de vue de l'autre. Exactement. Okay, sans forcément aller au-delà. C'est-à-dire, je comprends son raisonnement et je comprends qu'il peut penser comme ça. Et je vis ce qui... Enfin, je me mets dans les situations dans lesquelles il est d'un point de vue cognitif. Et ensuite... La deuxième chose, c'est l'empathie émotionnelle. Parce que forcément, quand tu te mets dans les chaussures de quelqu'un d'autre et que tu commences à comprendre ce qu'il vit, tu vas ressentir ce qu'il ressent. Et donc là, en fait, tu ressens ces émotions positives et négatives parce que en vente, on va chercher des problèmes qui font mal. Donc, ouch, ça fait mal. En tout cas, tu es capable de t'identifier à ces émotions-là. Exactement. Et là où ça devient intéressant, c'est la 3e forme d'empathie qui est ce qu'ils appellent en anglais le empathic concern, donc la préoccupation empathique. Et là, en fait, tu sors de l'autre, de l'interlocuteur, pour te remettre dans tes propres chaussures à toi et te dire « Ok, qu'est-ce que je peux maintenant faire ?» Comme j'ai bien compris théoriquement ce qu'il vit, j'ai bien ressenti ces émotions qui traversent, comment je le sors de là ? C'est... Une empathie... Action, je trouve. Actionnelle. Solutionnelle. C'est une empathie qui permet... C'est une empathie réactionnelle, je dirais. Genre, en gros, tu adaptes ta réaction, pas en fonction de comment toi tu vivrais le truc, mais de ce que tu penses que l'autre a besoin dans cette situation. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de regarder avec toi, Sarah, comment est-ce que ces 3 types d'empathie se manifestent dans une vente. Et à chaque étape, et aussi si on zoome, dans chaque étape. Donc ça va être... c'est intéressant de faire ça. Donc la première empathie dont on parle, qui est plutôt cognitive, ça veut dire... donc imaginons qu'un prospect est dans une situation où... on va prendre des trucs un peu basiques. Il a toujours des clients qui viennent vers lui. Il n'a jamais vraiment prospecté. Il n'est jamais vraiment allé décrocher des opportunités, etc. Si je veux être en empathie, je vais me dire « Ah, je comprends pourquoi il a évolué comme ça, parce que dans les premiers temps, il y avait une sorte de bouche à oreille, il a commencé, et ensuite il s'est habitué à ça, et donc il pense que c'est normal, et donc il pense que c'est une bonne chose. » Okay, donc le raisonnement jusque-là, c'est pas très dur de l'avoir, et l'expérience fait que je sais que c'est souvent comme ça, et donc je peux avoir une empathie cognitive, parce que je comprends le raisonnement qu'il y a derrière, je comprends la situation qu'il y a derrière. Okay. Donc première couche. Logique. Deuxième couche, si j'ai de l'empathie émotionnelle. Donc, moi, quand il me raconte ça,
ce que je ressentirais moi, c'est que c'est pas forcément une bonne chose. Sauf que ça me concerne. Si j'ai de l'empathie, je vais essayer de comprendre ce que lui il ressent par rapport à ça. Parce que ça se trouve, en fait, il ressent de la fierté que ça se passe comme ça. Et si moi je lui détruis son truc, parce que je sais qu'en vrai c'est pas très bon pour son business, et qu'en fait d'être habitué à toujours avoir des gens qui viennent vers toi sans jamais toi faire le premier pas, c'est vrai dans tout, dans la vie, de t'habituer à ça crée des mauvais biais. Ouais. On est d'accord ? Ouais. Donc, mais sauf que si je vais l'attaquer direct là-dessus et que je lui dis non mais en fait tu fais tout à l'envers, j'ai zéro empathie. Et justement cette empathie-là de se dire je comprends qu'ils puissent ressentir de la fierté par rapport à ça, qu'ils se disent en fait il y a une traction, ça veut dire que les gens ils aiment ce que je fais, c'est bien que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe plus comme ça. Si j'arrive à comprendre ça dans un premier temps, je vais pouvoir ensuite l'amener vers autre chose, mais en reconnaissant ce que lui ressent. Et du coup, troisième couche, entre guillemets, c'est est-ce que j'ai est-ce que j'ai ce type d'empathie qui va me permettre à la fois de comprendre ce qu'il vit, mais aussi de le challenger dans le bon registre pour qu'il puisse évoluer dans sa réflexion. Tu vois ? Ouais, je pense que c'est intéressant. C'est trop marrant parce que je croyais que tu allais ailleurs avec cet exemple. Donc, je vais te le spin-off. Je vais faire un duo comme dans les réels d'Instagram, là. Mais juste pour terminer, j'ai 2 choses. La première, c'est intéressant parce que la dernière forme d'empathie, c'est comprendre ce dont il a besoin de toi. Et donc, s'il est venu en rendez-vous et qu'il est en face de toi, c'est que quand même, quelque part, il est venu chercher quelque chose. Exactement. Et je trouve que ça, c'est vachement intéressant. Il n'y a jamais de rencontre qui... Enfin, je veux dire, s'il y a rencontre, c'est qu'il y a une attente de création de quelque chose entre vous deux. Il y a suspicion. Allez, ça faisait longtemps que j'avais pas mis un jingle. Mais voilà, et donc qui dit rencontre dit intention. Et quelque part, il attend quelque chose de toi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que grâce aux étapes 1 et 2 de l'empathie, tu peux bien comprendre et bien amener cette étape 3, aussi bien dans le fond que dans la forme. Et en fait, souvent... si on va trop droit dans une analyse ou dans une sorte d'audit et de challenge, quoi, sans avoir ces parties-là d'empathie, ça marchera pas en fait. La personne en face, elle va pas suivre. Et je pense que... Vas-y. J'allais dire, et à l'inverse, si je reste au stade d'empathie de « Ah oui, non mais c'est vrai, t'as raison d'être fière de ça et très bien, et je comprends que tu veuilles que faire comme ça, du coup je peux pas l'aider non plus. » Exactement, c'est ce que j'allais dire. On parle, peut-être cher auditeur, as-tu entendu de la différence entre empathie et sympathie? Big up Anela et son papa. Mais du coup, quand tu pars pas vers cette phase de mise en action, tu tombes dans la sympathie où finalement tu te mets dans le même précipice que la personne avec toi. C'est marrant le dessin. Donc il y a un petit dessin où il y a un gouffre et puis il y a les 2 bonhommes. Et il y a un bonhomme qui est dans le gouffre. La sympathie, c'est l'autre bonhomme, il plonge avec, quoi. Exactement. Alors que l'empathie, 3e phase, un peu, il est là et il lui tend une corde en lui disant « Allez, viens, je t'aide à monter ». Et pour faire cette 3e partie, en fait, quelque part, il faut sortir de l'empathie. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est ce qu'on disait en intro, qui est, voilà, empathie, je comprends et tout. Mais il y a un moment où, quand il faut passer à l'action, il faut être capable de se distancier un petit peu et sortir de l'empathie. Parce que finalement, sinon, vous êtes tous les deux dans le précipice et vous n'y arrivez pas, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien dire aux clients, parce que quand même, t'as pas envie de ne pas être empathique. Mais oui, mais... Non, mais laisse-moi finir. D'accord. C'est que juste ton empathie, elle n'est pas placée au bon endroit. Elle est placée à l'endroit de vouloir absolument faire sentir l'autre bien. Mais c'est pas ça, tu vois, avoir de l'empathie, c'est pas forcément juste vouloir faire sentir l'autre bien. C'est aussi vouloir l'aider. Et parfois, pour aider quelqu'un, ça le fait pas sentir bien. En tout cas, temporairement. Oui. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Quand l'autre se sent pas bien, t'as plus envie d'être en empathie et d'être mal toi aussi. Parce que toi, il faut que tu te sentes bien du fait qu'il se sent pas bien. Vous suivez toujours? Et on va faire un petit moment Steph Science. Mais il se trouve que notre cerveau nous aide à sortir de l'empathie. En fait, il se met dans un mode... le cortex préfrontal. Donc, c'est une région du cortex préfrontal, quoi, qui est activée. D'accord. Je vous passe les autres termes parce que c'est lobe temporal, pariétal, etc., etc. Mais bref, une région de ton cerveau, justement, s'active pour
vraiment neurologiquement un peu couper ce truc d'empathie quand il faut passer à l'action. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis, qui est finalement, il y a ce moment où l'autre va se sentir mal. C'est normal. Et normalement, ton cerveau va t'aider à passer cette épreuve parce que tu sais que c'est pour son bien. Donc, pouf, ton cerveau, il arrive à se focus sur l'action, oublie un tout petit peu les émotions pendant cette partie-là, et hop, t'aides la personne. Je suis entièrement d'accord. Moi, ce dont je parle, c'est le moment juste avant. C'est-à-dire que les gens n'osent pas faire sentir mal. Ah, oui, oui. C'est ce moment et en fait, de bascule, ils savent qu'ils vont faire mal et donc ils veulent pas rentrer dedans. Et en fait, tout le monde s'identifie à ça, de dire « Ah, je veux pas qu'il se sente mal, je veux pas le brusquer, je veux pas la braquer, je veux pas, tu vois, aller trop loin, me cramer. » Peu importe, c'est plein de choses comme ça. Et en fait, on évite à tout prix ce moment-là. Donc, et donc, l'empathie, si on la met dans le bon sens, c'est-à-dire avec l'objectif d'aider l'autre, on sait qu'on est obligé de passer par cette phase. Ouais, exact. Donc pour nos auditeurs là, n'ayez pas peur de plonger dans cette étape-là, parce que vous savez que c'est bien. Et en fait, c'est juste plonger dans les émotions. Et c'est comme ça, c'est ça l'empathie. Parce que si je plonge pas dans les émotions, je suis à côté. Enfin, en tout cas, je suis dehors. Et les émotions, pour certaines personnes, ça va être de la colère. Pour d'autres personnes, ça va être de la tristesse. Pour d'autres personnes, ça va être se fermer total. C'est hyper variable et c'est ça aussi qui est dur, surtout quand on l'applique dans le domaine professionnel, parce que dans le domaine professionnel, on a peur des émotions quand même, beaucoup. Et du coup, c'est un terrain qu'on gère pas bien, ou alors qu'on essaye d'éviter à tout prix, quoi. Alors que peut-être c'est là qu'il faut aller pour mieux comprendre les gens, pour mieux avancer, pour créer de la valeur aussi. Ça ouvre une porte qui est intéressante, qui est celle de la vulnérabilité. C'est difficile d'être en empathie avec quelqu'un qui se montre pas vulnérable aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on vous bassine tout le temps avec la qualité des questions, avec vraiment challenger, aller au bout des choses, etc. C'est pour vraiment bien créer de la valeur, pour être capable de se mettre en empathie avec quelqu'un, faut aussi le mettre dans une confiance qui fait qu'il va se montrer un petit peu vulnérable. Ça me fait penser à des situations. Nous, on en a eu plein, par exemple, des moments où, au début, la conversation, pas dans Radio Jam, avant, avant de faire un épisode. Ah oui. Au début, la conversation, elle stagne un peu, on sait pas trop, machin. Et là, je sais pas, il y en a une qui explose en pleurs. Bienvenue dans la préparation de chaque épisode. Après, on se met sous la table. Il n'y a plus de table. Mais il y a un truc qui se déclenche et qui, d'un coup, va ouvrir les portes vers un nouveau monde et vers beaucoup plus de valeur. Et moi, je trouve que c'est ça les moments magiques dans les conversations aussi. Ça ne veut pas dire que chacun chiale à chaque fois, mais ce petit déclic où on ouvre une petite porte qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir, quoi. Et je trouve que ça lie bien avec un point que je voulais faire sur empathie et créativité aussi. Si tu as un peu peur, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, normal, besoin d'approbation. Besoin d'approbation, pour rappel, c'est le besoin que les gens t'aiment, t'apprécient. Voilà, exactement. Peur d'aller poser les questions qui fâchent, peut-être peur de perdre ton deal, etc. Dis-toi que c'est une bonne source de créativité. Si on revient à un truc hyper business, hyper pragmatique, plus tu es empathique et tu vas dans les endroits où les autres ne vont pas parce qu'ils ont les mêmes peurs que toi, plus en fait tu vas trouver des solutions qui vont te démarquer de la concurrence, parce qu'en fait tu auras trouvé des meilleurs problèmes et on parlera plus de tes features, de ton prix, de tes trucs, parce que tu auras un temps d'avance sur tout le monde. Et donc, je pense que c'est intéressant, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce moment où tu sais qu'il va falloir aller dans les choses qui font mal et tu as déjà mal à la place de ton interlocuteur et tu n'as pas envie de lui faire vivre ça, vas-y quand même. Et ne tombe pas dans la sympathie, reste dans cette troisième phase. Et c'est là, exactement, c'est là où c'est le moment de toi maîtriser tes propres émotions, en fait. Et c'est ça qui est dur, c'est de ne pas plonger avec l'autre, de ne pas... non plus être insensible, avoir la patience que l'autre s'ouvre. Et tout être ça. Dans la justesse. Voilà. Et je trouve que c'est ça aussi qui est dur, parce que quand t'es dans ces moments-là, en vrai, même quand t'as l'habitude, t'es pas serein. T'es un peu tremblant, tu te dis, est-ce que ça va aller trop loin cette histoire ? Je sais pas, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et en fait, tu te rends compte que quand même, ça se passe bien, globalement. Enfin, c'est difficile. Et même, tu vois, même moi, ça m'est arrivé en rendez-vous qu'il y ait des gens qui explosent en pleurs ou des trucs comme ça, surtout en coaching, moins en rendez-vous, parce que comme tu te connais moins, les gens ils s'ouvrent moins, ils ont plus tendance à se fermer. Mais en coaching, ça m'arrive plein de fois que les gens ils se mettent à pleurer parce qu'on a touché la corde sensible, en fait. Et qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là ? Non mais c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là ?
je pense qu'il y a il y a 2 trucs que tu fais. Déjà, t'attends un tout petit peu que ça se calme. C'est-à-dire que tu parles pas. Un des trucs qui est super chiant, je pense, quand toi, t'es submergé d'émotions, c'est quand l'autre meuble. Tu vois, quand l'autre va te dire plein de trucs et toi, t'es même pas capable d'absorber les informations. Là, t'as besoin d'espace à ce moment-là. T'as besoin d'espace. Donc en fait, il faut laisser couler un peu et revenir avec des questions simples, quoi. Faire parler avec des choses super simples. L'autre question Ou qui pas parler et laisser parler. Non, mais c'est vrai. Oh, aussi, oui, bah, t'attends que l'autre soit prêt à parler et puis voilà. L'autre question qui me vient, c'est aussi quid quand quelqu'un se ferme. Tu vois, tu disais t'es en rendez-vous, vachement difficile d'être en empathie avec quelqu'un qui est une huître. On parle beaucoup de ce que toi tu peux faire là pour ta propre empathie, le contrôle de tes émotions, mais aussi tu peux pas contrôler l'autre personne. Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment tu fais pour essayer d'ouvrir un peu la personne qui est une huître, quoi? Alors moi j'ai 2 options, dont une qui est plus naturelle pour moi que l'autre. En vrai c'est 2 extrêmes, un petit peu. Première option qui est assez naturelle pour moi et plutôt... c'est plutôt facile et plutôt naturel pour moi, je continue en essayant d'être compréhensive, tu vois, et au fur et à mesure d'ouvrir un petit peu. Ouais. Parfois, juste, ça marche pas, en fait. Et ça prend du temps, en vrai. L'autre option, c'est tu prends un marteau et tu pètes la coquille, quoi. Ah non, c'était pas celui que je voulais. Ouais, ça aussi, c'est bizarre. Ok. Pas grave. Et non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça veut pas dire être violent, brutal et tout ça. Bon, là, j'ai pris une image un peu violente, mais c'est plutôt de dire les choses super cash. C'est-à-dire ? Exemple. Et donne-moi un exemple de quelqu'un qui se ferme. Vas-y, demande. On est en rendez-vous. Tu me demandes un petit peu mon chiffre d'affaires, mes objectifs. Ah, on le fait ? Ouais. Vas-y. Donc, bon, après, il y a eu une conversation avant. Ouais, on est au milieu d'un rendez-vous là. Et donc, toi, tes objectifs cette année, c'est quoi, par exemple ? En fait, là, c'est un peu touchy de partager les chiffres pour moi. Donc, voilà, peut-être faire une bonne année. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Je suis un peu mal à l'aise avec te donner les chiffres. Donc, tu veux pas qu'on regarde plutôt les process de vente que j'ai mis en place et voilà. Et qu'est-ce qui te met mal à l'aise ? Non, mais c'est confidentiel les chiffres en fait. Enfin, on se connaît pas, on vient de se rencontrer, donc je vais pas te livrer mon business quand même, tu vois. Parce que qu'est-ce que tu crains en fait ? Et là, t'es pas très fermé. Ah merde. Non mais je suis pas fermée. Parce que là, je vais y arriver. Coucou Erwan, on coupera ça au montage. Tu veux pas que moi je te. Ah non, on peut le garder. Ah ouais. Non. Bon, vas-y, on le garde Comme pas. vous voulez, guys. On le garde non, pas. on le garde pas. Erwan, coucou. J'arrive pas à être fermée, ça veut dire quoi ? Tu veux on faire va un pas monologue ? faire la simulation. Dis-moi juste un genre de situation où la personne est fermée. En rendez-vous en fait, ce que je me dis. Non, donc... mais décris-moi la situation. On le fait pas en simulation. Ouais. On reprend ? Ouais. Hello guys. Ouais, donc typiquement, tu vois quelqu'un en rendez-vous qui est là, qui veut pas te dire son chiffre d'affaires, et il reste hyper en surface, peut-être qu'il est venu avec une idée un peu préconçue de ce qu'il veut que tu fasses pour lui, et du coup, il est là genre, non mais arrête de dévier avec tes questions, je sais un peu ce que je veux là. Voilà. Exactement. Souvent, ça va être ça, ou ça va être genre début de rendez-vous, non mais présentez-moi ce que vous avez à présenter. Par exemple, ouais. Un truc comme ça. Donc la version simple, c'est la version plus naturelle pour moi en tout cas, c'est de dire pourquoi, qu'est-ce qui va pas, la version plus directe et la version plus pied dans la porte, ça va être de dire là en fait je te sens très fermé. Ah ouais. Tu vois, je te sens très fermé et j'ai l'impression que ça va rien donner dans cette conversation, donc soit on arrête maintenant, soit dis-moi ce qui te gêne. C'est bien ça, moi j'aime bien. Mais c'est dur, hein. C'est dur surtout à faire un premier et c'est dur rendez-vous. à recevoir. Ouais. Mais je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça crée plusieurs types de réactions. Soit genre je me fais engueuler. Après, c'est juste un combat d'attitude. Ouais. Soit les gens ils sont un peu sidérés et après ils sont là. Ouais, mais je veux pas être fermé et donc ça passe et truc. Soit d'un coup ça va vraiment enlever le masque et ça va être en mode mais parce que là c'est la merde là, qui va tu vois. C'est vachement intéressant je trouve ce terrain de la bataille des latitudes parce que je pense que être empathique ça veut pas dire être une carpette. Je pense que moi ça m'est arrivé une fois, j'allais à un rendez-vous avec un gars, donc déjà le gars j'arrive au rendez-vous et il m'amène sur la terrasse et il s'allume une clope.
Mais non. Je me dis, c'est quoi ce rendez-vous? Premier rendez-vous? En fait ouais, premier rendez-vous. Et là, tu fais vas-y. Il me dit, vas-y, présente-moi ce que tu as à me présenter. Je lui fais, pardon? Il me dit, bah ouais, t'es bienvenue, t'as pris un rendez-vous avec moi, présente-moi ce que tu as à me présenter. Je lui fais, bah en fait, non. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans un bureau déjà? Est-ce qu'on peut avoir une conversation normale? Il fait, non, on va pas s'asseoir dans un bureau, tu m'as présenté ce que tu as à présenter. Vraiment hardcore. Et du coup? Et j'ai dit, bah en fait, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que tu as l'habitude de faire tes rendez-vous, toi? Oh ouais, j'adore. Et alors? Il a dit non, mais là, on peut déjà avoir une première conversation. Je fais, c'est là une première conversation sur tes sujets commerciaux. Tu penses que c'est sérieux? Ah, je t'adore. Et alors, t'as réussi à le faire bouger dans un bureau? Il s'énervait, tu vois. Et en fait, il s'énervait. Il disait ouais, qu'est-ce que t'as à m'apprendre, je sais pas quoi. Mais il restait en fait. Et c'est ça le truc, c'est que quand les gens y restent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il y a suspicion, quoi. Ils veulent quelque chose. Ouais. Donc si les gens y restent et qu'ils se mettent dans la fight, c'est qu'ils ont besoin de ça. Donc faut essayer de calmer le jeu. Et si tu peux pas, rentrer et montrer que on se parle d'égal à égal. Ouais. Et là, il y a pas du tout de, c'est pas du tout mal poli, tu vois. C'est pas, il y a pas d'insultes, il y a pas de truc où je lui dis ah, t'es une merde, je sais pas quoi. Jamais de la vie. Mais faut être solide, tu vois. Faut être hyper solide. Et ce que je trouve intéressant dans ton anecdote, c'est que, en fait, je me suis fait le scénario des phases 1 et 2 de l'empathie pendant que tu parlais, et t'étais un peu en mode genre, ce qui sous-tend ton raisonnement et ta réponse d'ailleurs, c'est bah, je comprends que t'aies des journées stressées, que t'as envie de fumer une clope. Exactement. Mais je ne suis pas ta pause clope. Exactement. Et du coup, ceci est un rendez-vous commercial, viens, on le fait dans un bureau. Et je trouve que c'est vachement bien parce que ta question, en fait, genre, mais tu fais tes rendez-vous comme ça, c'est sérieux pour toi de faire un rendez-vous commercial en pause clope, quoi? C'est ça que tu te dis. Elle l'interloque et elle lui dit ah bah ouais, clairement là, faut que je change, quoi. Enfin, faut qu'on fasse le rendez-vous ailleurs. Donc je trouve que c'est vachement bien parce que je pense de manière un peu inconsciente, t'as dit ok, le gars, t'as fait empathie, il pense que ceci est une pause. Ceci n'est pas une pause, je vais l'extraire de cette pensée par l'action et lui dire prenons plutôt ton bureau car c'est un rendez-vous business. Et puis, je pense que c'est aussi avoir bien conscience de la valeur de ce qu'on fait. Parce que sinon, on n'est pas capable de rentrer sur ce terrain-là. Ouais. C'est impossible. C'est-à-dire, et quand je dis de la valeur de ce qu'on fait, pas seulement de ce qu'on vend, mais des conversations qu'on donne. Tu vois, d'avoir conscience que une conversation avec toi, ça a de la valeur. C'est pas juste lui qui te donne son temps et tu dois le remercier et lui faire des grandes prosternations. Enfin, je sais pas, bon bref, je suis partie dans un délire. Mais tu dois pas te prosterner devant quelqu'un parce qu'il te donne une heure de son temps en fait. S'il te donne une heure de son temps, c'est pour avoir de la valeur et toi, tu vas lui donner une bonne conversation aussi. Donc, faut bien se mettre ça dans la tête. Il y a une question qui est vachement intéressante là-dessus, c'est de se dire est-ce que ton prospect aurait payé pour cette heure? Tu sais, genre pour analyser rétrospectivement ton rendez-vous ou même quand tu es en prospection et que tu as un peu peur de demander une heure du temps de quelqu'un, si tu as vraiment la conviction que limite la personne en face, elle pourrait payer pour cette conversation que tu vas avoir, ça t'aide à pas te mettre dans cette relation de subordination. Et si tu penses pas qu'elle paierait, qu'est-ce que tu ajustes? Parce que c'est ça aussi. Exact. La plupart des gens ne pensent pas que les gens paieraient pour un rendez-vous avec eux. Du coup, qu'est-ce que tu dois ajuster? Et par exemple, sur le closing aussi, on parle de la prospection, mais à ce moment-là où il faut mettre l'autre en action, puis il faut discuter valeur financière, quoi, argent, comment dirais-je, deadline, date, etc. Pareil, il y a ce moment où être trop en empathie et dire ah bah ouais, je comprends, il a plein d'équipes opérationnelles, ça va être dur l'adoption. Ouais. Ah bah ouais, je comprends, le Covid, il n'y a plus trop d'argent, etc. Ça, c'est hyper vrai. Même chose, là, l'empathie peut te desservir si tu glisses trop dans ce truc de ah ouais je comprends, etc. Et en fait l'équilibre est assez fin parce que t'es à la fois tu veux comprendre d'où la personne part et aller la chercher de là où elle est et en même temps lui dire mais regarde on peut faire comme ça, mais regarde il y a mieux et mon rôle c'est de t'amener vers ça. C'est peut-être aussi une question de priorisation dans le sens où oui tout ça est vrai, t'as pas le temps, t'as ci, t'as ça, mais en fait ce que tu voulais le plus c'était ça. Donc, est-ce que tout le reste, ça va t'empêcher d'aller là? Ou est-ce que c'est vraiment ta priorité? D'où l'importance des bonnes questions, quand même, encore une fois. Donc, je donne un exemple, c'est pas très concret ce que j'ai dit. Un exemple de ça, c'est un dirigeant de boîte qui veut absolument avoir des très gros clients, par exemple. Mais ses équipes, aujourd'hui, sont pas capables parce qu'ils en ont pas des clients dans l'entreprise comme ça. Et donc, c'est aux dirigeants de retourner
un peu dans la prospection, de gagner. C'est un nouveau type de client, c'est comme un nouveau business. Et en fait, le dirigeant, il n'a pas le temps parce que dans son agenda, ça ne marche pas. Il a toutes les équipes à gérer, il a la finance à gérer, il a plein de sujets et son agenda est booké de A à Z. So what? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce qu'on met une tempête dans l'agenda pour que ça marche? Ou est-ce qu'en fait, le quotidien nous porte et nous empêche de faire ça? Et j'aime bien ce truc de la théorie des gaz. C'est-à-dire qu'en gros, t'as imagine 2 pièces. Non, pas ces gaz-là. T'as 2 pièces de taille différente, mais tu mets la même quantité de gaz dans les 2 pièces, ça la remplit. Exact. Et donc, imaginons que t'as moins de temps, donc tu diminues la taille de la pièce. Bah, ça remplit, mais ça déborde pas. C'est juste plus condensé, quoi. C'est juste plus condensé. C'est un peu simpliste, mais j'aime bien cette idée de se dire, en fait, c'est juste que quand tu as du temps, tu le remplis, quoi. Il y a aussi l'image un petit peu pareille, je trouve, tu sais, du verre avec plein de cailloux de tailles différentes. Et genre, si tu commences par remplir avec les petits cailloux, il n'y a plus de taille pour les gros. Exactement. Et c'est la même chose, quoi. Si ton gros caillou, c'est ta grosse priorité, mais que tu as rempli déjà ton verre avec plein de petits cailloux, c'est goodbye. Alors que si tu commences avec tes gros cailloux qui sont la priorité, tu peux faire rentrer les petits cailloux ensuite. Ça. Merci. Bon, je ne l'ai pas inventé, mais voilà. Petit sujet que j'ai teasé au début et que j'aimerais bien qu'on aborde parce que je trouve qu'il est vachement intéressant. Peut-être qu'il méritera son propre épisode. Je crois que oui. C'est l'empathie et l'ego. Parce qu'en vente, je pense qu'il faut un mix vachement intéressant des deux. Mm-hmm. Quelqu'un qui est fort en vente, il est quand même drivé par ce besoin de conquête. Ouais. Et ça, il y a de l'ego quand même, tu vois. Enfin, je le vois bien, quoi. Quand vous closez des deals, c'est vraiment genre... Yeah, il y a une part de réussite perso, en vrai. Mm-hmm. Il y a un peu une part d'exploit, il y a une part de fierté. Et il y a ce truc de tu fais pas un deal pour toi. Donc, c'est un peu la fameuse équation de la confiance qu'on a chez Jab, où tu vois genre les intérêts des clients d'abord. Mais aussi, voilà, je me demande si toi, ça t'arrive d'être dans des positions où ton empathie et ton ego clashent. Clash, tu veux dire? Je sais pas, par exemple, en fait, je trouve que est-ce que c'est possible d'être à la fois en empathie et en même temps, tu vois, des moments où pour l'autre personne, tu comprends ce qu'elle vit et tu voudrais l'aider et ton ego... En fait, ça clash tout le temps. Ça clash tout le temps parce que quand tu veux closer un deal, t'as ton empathie qui te rattrape. Et quand je dis closer, c'est faire du closing actif, c'est-à-dire amener les gens à l'action, vraiment les emmener avec toi. Pas juste attendre qu'ils te disent oui ou non, parce que ça, c'est pas closer. Enfin, mettons-nous d'accord sur la définition. Pour ceux qui nous écoutent, closer, c'est vraiment conclure un deal, faire en sorte que la personne nous signe un devis ou qu'on se tape dans la main, ou voilà. Ça, quoi. Et donc, ça vient toujours en clash parce que toi, tu as envie de signer ton truc, sonner le gong. T'es sûr que tu vas les aider et tout, et en même temps, ton empathie te dit « Ouais, mais en même temps, elle m'a dit qu'elle reviendrait vers moi mardi, et en même temps... je comprends, il doit avoir plein de trucs à faire, il a sa levée, il n'a pas le temps, machin, nanana. » Donc oui, ça clash tout le temps. Et je pense que dans ces moments-là, si l'ego l'emporte pas sur l'empathie, eh ben on n'aide pas le prospect. Parce que l'indécision, c'est ce qu'il y a de pire pour tout le monde. Et donc si on laisse le prospect dans l'indécision, après l'avoir challengé, après lui avoir apporté de la valeur et tout, si on le laisse dans l'indécision, en fait, on ne l'aide pas. C'est intéressant. L'ego vient prendre un peu le relais de l'empathie, en fait, à ce moment-là. Et puis, c'est pas que de l'ego, c'est-à-dire que c'est aussi du savoir-faire, quoi. Oh. Tu sais que quand quelque chose traîne et que tu laisses passer ce moment d'excitation, tu vois, où il y a eu une conversation, il y a des choses qui se passent, ça baisse, quoi. Arthur, il appelle ça la demi-vie de l'enthousiasme. Dédicace Arthur de Conilloux. Comme le nucléaire, tu vois, il y a une demi-vie et ensuite, ça meurt, quoi. Et c'est assez court, en fait. Le soufflet au Grand Marnier, c'est pareil. Le soufflet qui retombe, quoi. All right, l'ego, en tout cas, c'est un sujet, vous nous direz, chers auditeurs, si ça vous parle. Et en fait, quand ça prend trop le dessus, après, ça tue tout, parce que la personne se dit, attends, le gars, il veut juste faire ses chiffres, c'est chiant. Et c'est déjà l'image que les vendeurs peuvent avoir, tu vois, de carrément. base. Donc, un petit épisode full là-dessus. Je me dis que ça peut être comme un bon petit rôti bien ficelé. Alors que je mange pas de rôti, mais ça a l'air délicieux de l'extérieur. Et c'est dégueulasse à l'intérieur. Mon opinion. Je
pense Arthur et Julien vous diront le contraire. C'est bon pour aujourd'hui, chers auditeurs. Avec quoi on vous laisse ? On vous laisse... À part du love et de l'empathie. Toujours. De l'action un peu. De l'action, comment dire ? On peut... Attends, je mets une pause, Erwan. Pause, Erwan. Je sais pas ce que je dis. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Comment on peut aider les gens ? Peut-être juste être un peu conscient des phases 1, 2, 3 et de pas avoir peur de sauter dans la zone 3, dans tes prochaines conversations. D'identifier dans quel type d'empathie t'es, c'est bien. Ouais. Identifie, et si tu sens, au moment où tu sens que c'est un peu la crainte de passer en ça va faire mal, dis-toi que c'est être empathique. Associe-le à un truc positif. Ouais, c'est bien. Donc, chers auditeurs, on va vous laisser avec quelque chose d'assez simple. Déjà, dans un premier temps, d'essayer, quand tu es dans une conversation, de remarquer ou d'identifier dans quel type d'empathie tu es. Ensuite, à partir du moment où tu sens que tu vas basculer dans ces petits moments qui font un peu mal, dis-toi que c'est bien, ça fait partie de l'empathie et c'est normal. Donc, n'aie pas peur. Fais le saut dans le vide de la personne qui va avoir une question un peu malaisante, du malaise en face. Dis-toi, ça fait partie du cycle de l'empathie et ça va t'aider à la mettre en action. Oh yeah. On est good ? See you soon. See you soon, guys. Et le stock de Radio Jab augmente.